notre conférence sur les 3 clés émotionnelles pour perdre du poids durablement. Voilà, alors avant de commencer précisément cette conférence, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Odile, te présenter et nous dire pourquoi tu nous parles de ce sujet aujourd'hui? Eh bien, je suis je suis thérapeute, formatrice et spécialiste des problèmes de poids, des troubles alimentaires depuis plus de 20 ans. Et en fait, je pourrais dire même que je le suis depuis toujours parce qu'avant d'être thérapeute, j'ai eu moi-même des problèmes de poids. J'étais abonnée au Kilo Yo-Yo et j'ai tout essayé. J'ai essayé tous les régimes, tout ce qui existait, j'ai tout essayé. Je pourrais écrire un guide du routard de la minceur et je crois que ça serait vraiment vraiment un pavé. Pour autant, bien que j'ai pu éliminer à peu près 700 kilos en tout au rythme des dents de scie, j'ai pu expérimenter j'ai pu comprendre en fait lorsque j'ai fait ma reconversion et je me suis formée en diverses thérapies cognitives, thérapies psycho-émotionnelles, psycho-énergétique, de thérapie quantique également. Et j'ai compris au fur et à mesure de mes formations que en fait, je reprenais plutôt les kilos que j'avais éliminés si chèrement parce que je prenais la problématique de mon surpoids du mauvais côté. Et c'est ce que je vais vous expliquer pendant la conférence. Que, en fait, tout le monde, c'est un mythe que on est gros parce qu'on mange trop, mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe et on va décrypter ensemble le véritable fonctionnement. Et on va voir que finalement, le corps, c'est pas juste une chaudière où on met des calories et où le corps les consomme. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. En tout cas, ça ne se limite pas à ça. Et depuis 6 mois, donc j'ai élaboré une méthode au fur et à mesure de mes consultations, de mon expérience. J'ai élaboré une méthode pluridisciplinaire que j'ai ensuite déclinée dans sa version web. Et c'est ainsi que cette méthode qui est unique, ce programme qui est également unique, a fait mon succès et ma réputation. Et j'ai accompagné des centaines et des centaines de femmes pour les aider à se libérer des kilos émotionnels qui pesaient aussi lourd sur leur personne que finalement sur leur vie. Et il y a à peu près 6 mois, Bénédicte m'a rejointe et elle a apporté avec ses expériences qui sont très complémentaires des miennes, ses compétences, toutes les multiples cordes qu'elle a à son arc, elle a permis de compléter et d'enrichir le programme. Est-ce que tu as peut-être des choses à préciser, Bénédicte? Alors, oui, effectivement, j'ai rejoint Odile il y a quelque temps et en fait, ce qui fait notre complétude, si je peux dire, c'est que moi, j'amène une approche qui est thérapeutique plutôt énergétique, puisque je suis énergéticienne depuis plus de 15 ans maintenant et j'accompagne, là, depuis plus spécifiquement, 3 ans, les hommes et les femmes à se libérer de ce qui les empêche d'atteindre, leurs objectifs, que ce soit dans leur relation aux autres et à elles-mêmes et là, en particulier, dans leur rapport au corps et à l'amincissement. Donc, c'est pour ça que dans ce cadre-là, je me suis vraiment spécialisée dans la gestion émotionnelle du poids, puisque c'est vraiment ça, le sujet de ce soir et de la façon dont c'est vraiment la façon dont on aborde l'amincissement, parce qu'on s'est aperçu que ça fonctionnait bien mieux qu'un simple régime. Donc j'ai moi-même, hein, traversé depuis l'adolescence plusieurs périodes où mon rapport, à la nourriture était, on va dire, n'était pas en phase avec mes besoins mais plutôt avec ce que je traversais émotionnellement et donc ça m'a amenée à m'intéresser vraiment de plus près au sujet, je me suis vraiment passionnée pour ce sujet-là et puis j'ai décidé d'aider les gens, comme Odile, à comprendre ce qu'ils traversaient. Donc et aujourd'hui, bah, je les aide à se libérer, comme Odile, de ce qui les maintient dans les blessures. Donc là, en tant que coach aujourd'hui, eh ben, je suis là pour, soutenir, guider les personnes, les accompagner, dans leur passage à l'action justement et surtout dans le maintien de leur motivation, dans le temps pour qu'ils puissent
ne pas reprendre les kilos qu'ils ont perdus et surtout qu'ils puissent s'alléger de toutes les blessures qui les a amenés à ça, jusque-là. Voilà. Odile, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou on peut commencer, tout On de y suite? va. On y Vous va. êtes prêts? On y va. Je te laisse partager ton écran. Ah bah, mince, je croyais que c'était tout prêt, tout… Non, voilà, ça y est, c'est bon. C'est bon? Voilà. Alors, nous allons, au cours de cette conférence, nous allons voir pourquoi vous avez repris tous les kilos perdus après chaque régime. Et nous allons étudier quelles sont les différentes choses qu'il est nécessaire de faire pour faciliter votre perte de poids au-delà du régime auquel on pense toujours, et quelles sont les 3 clés émotionnelles qui est absolument nécessaire de prendre en charge pour que vous puissiez mincir et surtout que vous ne repreniez pas les kilos que vous avez éliminés. Et je vous présenterai rapidement la méthode de Yo-Yo, votre corps vous parle, qui permet donc de prendre en charge d'une façon vraiment globale tous les paramètres qui sont impliqués dans votre prise de poids. Et puis on terminera, comme l'a dit Bénédicte, par une pratique psycho-émotionnelle super efficace pour lancer le processus. Juste avant que tu démarres, Odile, je voulais vous proposer de nous partager dans le chat, en fait, combien de kilos vous souhaitez éliminer et ce que vous avez déjà fait pour les perdre. Ça nous intéresse, comme ça on pourra échanger dessus au fur et à mesure ou après. Et pendant que vous écrivez, Odile, tu peux démarrer. Je te donne la parole. Je vous explique tout ça. Donc, je vous disais tout à l'heure que pendant mes formations, j'ai pris conscience que avec le régime, je prenais le problème du mauvais côté. Et en fait, c'est vraiment le cas parce que on considère que si je ne suis pas bien dans mes baskets, c'est parce que j'ai quelques kilos à perdre. Et une fois que j'aurai perdu mes kilos, eh bien, je serai bien dans mes baskets. C'est considérer que nos problèmes de kilos, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais c'est certain quand on a des kilos en trop, on ne s'habille pas forcément comme on veut, on ne fait pas forcément le sport autant qu'on voudrait ou le sport que l'on souhaite. Il est sûr qu'on n'ose pas, que ça nous inhibe un peu, qu'on est complexé, etc. Ça, c'est certain. Mais en fait, c'est l'effet plutôt des kilos en trop. Mais ce qui est important de prendre en charge, c'est le pourquoi j'ai des kilos en trop. Qu'est-ce qui, dans ma vie, qu'est-ce qui, dans mon enfance, a créé le mal-être que je cherche à apaiser par la nourriture. Et c'est en comprenant, en remontant à la source profonde du mal-être qu'on peut vraiment prendre en charge la cause profonde. Et quand on guérit la cause profonde, eh bien, tout rentre dans l'ordre et on n'a plus besoin de la nourriture pour apaiser sa souffrance émotionnelle, pour apaiser son stress et pour remplir son vide affectif. Donc, vous voyez, c'est en prenant finalement le problème dans le sens inverse que l'on résout vraiment la chose. Mais cette approche, on peut l'appliquer sur plein de sujets, par exemple le sommeil. Vous n'arrivez pas à dormir, vous prenez des somnifères, mais les somnifères, ça ne règle rien du tout. Vous avez des migraines, vous prenez des cachets contre la migraine, mais ça ne résout pas la cause profonde de la migraine. Vous voyez, c'est vraiment une approche différente qui est vraiment axée sur la prise en charge de la cause profonde. Et on guérit la cause profonde et donc petit à petit, l'effet disparaît. Et donc, le résultat durable est à la clé.
Parce que vous voyez, ce que l'on vit quand on fait un régime, et ce que j'ai vécu pendant des décennies, eh bien, j'étais pas bien dans mes baskets, donc je mangeais pour apaiser mon mal-être et combler mes frustrations. Et puis à un moment, je me disais, zut, ça suffit, ras-le-bol, il faut que je sois super canon, il faut que j'ai un super summer body pour l'été, et je me mettais dans un régime pour mincir rapidement, tant qu'à faire, autant mincir pour avant-hier, et donc je me mettais à la salade sans assaisonnement, le poisson bouilli, etc. Ah ben ça, je m'insistais forcément. Passer d'un régime avec plein de chocolat, plein de chips, etc., à 3 feuilles de salade et un poisson bouilli, c'est sûr, n'importe qui mincit. Mais sauf que en faisant ça, eh bien, je vivais deux émotions contradictoires. D'un côté, j'étais heureuse et j'étais fière parce que je voyais que la balance penchait du bon côté, mais d'un autre côté, mon mal-être initial n'était plus apaisé ni réconforté par la nourriture. Et à un moment, eh bien, la frustration était tellement forte, le mal-être était tellement fort que j'avais besoin du réconfort de la nourriture et eh bien, je craquais. Et je pense, dites-nous dans le chat si vous aussi, vous avez vécu cela. Et ensuite, eh bien, quand on craque, on se sent coupable de ne pas pouvoir résister à la nourriture, on se sent coupable d'être incapable de tenir ses objectifs. Et il y a le critique intérieur qui se déchaîne et on se voit encore plus d'une façon un peu presque déformée dans la glace parce que notre culpabilité et notre frustration est telle que on voit les kilos qui reviennent au galop d'une façon exagérée et d'une façon amplifiée. Donc ça augmente encore la honte et la culpabilité et on mange pour apaiser cette honte et cette culpabilité et hop, on est reparti pour un tour. Est-ce que vous aussi, c'est ce que vous vivez ou c'est ce que vous avez vécu? Bénédicte, est-ce que Oui, tu as déjà alors j'ai effectivement des partages. Alors je ne sais pas quels sont les prénoms parce que c'est ce qui est noté ne correspond pas toujours. En tout cas, j'ai Henri qui s'affiche, qui dit qu'il ou elle a déjà très souvent ressenti cela. Après, on a des partages effectivement d'une personne, alors, Henri encore, qui a 15 kilos à perdre et qui a suivi plusieurs fois le régime Weight Watcher. On a également une personne qui nous dit j'ai 10-12 kilos à perdre, j'ai fait divers régimes déjà. Et une autre personne propriétaire, je ne sais pas, on a des prénoms que je ne connaissais pas ce soir, qui me dit j'aimerais perdre 20 kilos et qui a fait le régime Weight Watcher également, soupe au chaud, etc. Guy écrit qui nous dit qu'il a 20 kilos et qu'il a fait de trop nombreux régimes depuis l'âge de ses 13 ans. Donc effectivement, voilà. Et une autre personne qui lui dit que c'est tout à fait que tu nous partages Ben oui, hein. qu'elle ressent. Ben oui, hélas, depuis, cela fait plus de 20 ans maintenant que j'accompagne des femmes et ça, c'est ce que j'entends à longueur de journée. Hein. Cet historique, tout le monde, toutes les personnes qui vivent les régimes vivent ça. Et c'est d'autant plus, on va voir, parce que je développe, où est mon pointeur? Il est là. En fait, le régime, c'est un mythe, mais c'est incroyable parce que on sait que 95% des régimes sont des échecs. 95%. Si on vous disait, j'ai une solution pour vous, il n'y a que 5% de probabilité pour qu'elle fonctionne. Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez, non, puis encore, j'adhère pas du tout, non, merci. Et pourtant, c'est toujours la solution que l'on choisit. À chaque fois qu'on a quelques kilos à perdre, on se dit, je vais faire attention, je vais me mettre au régime et je vais chausser mes baskets. Certes, parce que c'est sûr que ce n'est pas en comatant dans son canapé avec des pizzas et des frites qu'on va mincir. Ça, c'est certain. C'est la base, c'est l'hygiène de vie. Simplement, le régime, ça n'est pas une solution. Ce qui est une bonne idée, c'est l'équilibre alimentaire, mais surtout pas le régime. Le régime, c'est une mauvaise solution pour les différents points, les 5 points que j'ai listés. C'est contre-productif et je vais développer ce point-là.
parce que quand on a des problèmes de poids, on est hypersensible, on est fragile et on a besoin d'amour. Et on n'a certainement pas besoin de rentrer en guerre. Ça, c'est le premier point. Le régime, c'est incohérent sur le plan nutritionnel parce que, en général, on supprime, par exemple, le glucose et le gras, alors que notre cerveau et nos muscles ont besoin de glucose et ont besoin de lipides. C'est néfaste parce qu'en général, à trop se serrer la ceinture, on entraîne des carences nutritionnelles et des frustrations. C'est complètement dépassé parce que on oublie que selon les personnes, eh bien, les métabolismes sont différents, les activités sont différentes, les états énergétiques sont différents, les états de stress sont différents, et que quelquefois, on peut manger des feuilles de salade sans assaisonnement et on grossit quand même. Par exemple, quand on vit une période de stress, eh bien, on peut manger tout ce qu'on veut, le cortisol transforme tout ce que l'on mange en adipocytes, en graisse plutôt. Et donc, ça ne sert à rien de se mettre au régime si on n'a pas réglé l'état énergétique et le niveau de stress auparavant. Et puis l'activité physique, on ne met pas au régime deux personnes selon leur activité physique. Et si vous êtes complètement sédentaire, là aussi, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, vous ne perdrez pas de poids parce qu'il faut une activité physique. Et l'activité physique, ça fait partie de l'hygiène de vie et ça ne veut pas dire passer 3 heures à la salle de gym à soulever des plombs, du plomb comme Schwarzenegger. Et puis enfin, c'est insuffisant et c'est superficiel parce que on ne parle on voit le corps comme une mécanique et on oublie que un être humain, ça n'est pas qu'une mécanique, c'est aussi un système hormonal, c'est aussi un système digestif, c'est aussi des cellules, c'est aussi des émotions, c'est aussi un cerveau. C'est aussi des corps énergétiques et il faut prendre tout cela en charge et ne pas réduire la démarche de perte de poids au poireau, à l'eau et au poisson bouilli. Voilà. Voilà, c'est toujours l'exemple que je dis par facilité parce que ça me rappelle des souvenirs. La clé, je vous ai dit, dans le titre, vous avez vu, il y a 3 clés. Les 3 clés émotionnelles qui sont absolument incontournables. La première clé émotionnelle, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on a des kilos à perdre, on est hyper fragile, hyper sensible plutôt, de par notre histoire émotionnelle, notre histoire de vie, et on ressent le besoin de se protéger contre les autres. On a vécu des choses dans son enfance qui nous ont blessés, qui nous ont touchés, qui nous ont fragilisés. Et les kilos en plus font comme une carapace pour nous protéger contre les autres. Souvent, parmi les personnes que j'accompagne, il y a des personnes qui ont connu du harcèlement à l'école, qui ont connu des déménagements successifs et à chaque fois, c'est un déchirement de quitter leurs petits amis, de quitter leur maison, de quitter leurs habitudes, etc. Il y a des personnes qui… donc ça, c'est une protection contre une situation, les déménagements. Il y a des personnes pour continuer sur la protection contre les autres, des personnes qui ont vécu une éducation extrêmement rigide, extrêmement quelquefois castratrice, etc. Donc, la protection contre une situation, effectivement, ça peut être un déménagement ou des déménagements successifs, ça peut être des divorces ou ça peut être une ambiance extrêmement électrique à la maison. Et puis une protection contre soi-même aussi. J'ai eu une personne, j'ai accompagné une dame, par exemple, pour que ce soit clair pour vous, pour illustrer. J'ai accompagné une dame qui était très amoureuse de son mari, mais qui était
absolument convaincue que si elle mincissait, eh bien, elle deviendrait séduisante et qu'elle tromperait son mari. Et donc, comme elle voulait rester fidèle, eh bien, ces kilos étaient une protection contre elle-même. Et puis, ça peut être donc une protection contre le manque d'amour que l'on n'a pas pour soi-même. Que l'on a pour soi-même, pardon. Et en fait, il y a un dernier point pour cette idée de protection. Dans notre cerveau reptilien, en fait, nous avons deux programmes possibles. Bénédicte et moi, nous sommes l'illustration des deux programmes. Face à une difficulté, soit notre cerveau reptilien nous fait perdre du poids pour courir vite et pour nous cacher facilement. Ça, c'est le cas de Bénédicte. Alors que moi, mon cerveau reptilien m'a programmé pour faire le poids face à une difficulté. Et donc, il faut que je sois forte. Il faut que que je me sente lourde, que je fasse le poids face à la difficulté. Et donc, pouf, en cas de stress, j'enfle comme une baleine. Et plus on enfle et plus on se sent fragile et faible et pas à la hauteur parce qu'on est gêné aux entournures. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si ça vous parle, si vous aussi vous êtes dans cette situation ou pas, si ces kilos superflus comme une protection, comme une armure, comme une cuirasse, ça vous parle? La deuxième clé, c'est le manque d'amour ressenti dans sa petite enfance. C'est toujours la clé de la prise de poids. C'est toujours le manque d'amour ressenti dans la petite enfance. Pas forcément vécu, mais ressenti. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui va laisser une empreinte émotionnelle dans le cerveau de l'enfant, dans les cellules, dans les organes, dans l'ADN, partout chez l'enfant. C'est le manque d'amour. L'adulte, il peut faire peut-être tout ce qu'il a envie de faire. Il peut faire tout ce qu'il doit faire, peut-être vraiment tenir ses responsabilités, etc. Mais l'enfant peut ne pas vivre la chose de la même façon. Je vais vous donner une anecdote, je vais vous raconter une anecdote qui m'a été rapportée par une dame que j'ai accompagnée, Nathalie. Elle me racontait que pour son 4e anniversaire, ses parents lui avaient promis d'aller voir Mickey. Et alors, elle était toute contente, elle sautait partout. Ouais, je vais voir Mickey, je vais voir Mickey. Et maman, quand est-ce que je vais voir Mickey? Tu te couches 3 fois, tu te lèves 3 fois et on va voir Mickey. Vous connaissez l'histoire. Quand est-ce que tu vas voir Mickey? Tu te lèves 2 fois, tu te couches 2 fois, tu te lèves 2 fois. Enfin, c'est ce que on a tous fait ou vécu et, avec des petits. Et le jour où la famille devait partir voir Mickey, le grand frère de 7 ans est malade. Donc, évidemment, la visite est annulée. Les parents, on est d'accord que les parents ont été dans leur responsabilité. Ils n'allaient pas laisser un enfant de 7 ans tout seul malade et aller voir Mickey avec la petite. Donc, la visite a été reportée. Eh bien, la petite, elle n'a pas vu les choses du tout comme ça, parce que quand on a 4 ans, on ne voit pas du tout les choses comme ça. Elle était tellement dans la joie d'aller voir Mickey que lorsque les parents lui ont annoncé que on n'allait pas voir Mickey, la petite, elle s'est sentie trahie. Vous m'avez manipulée, vous m'avez menti, vous m'avez promis d'aller voir Mickey et on n'y va pas. Et la petite a développé une blessure de trahison. Et parce qu'elle a vu les choses du haut de sa maturité de petite fille de 4 ans. Et elle s'est dit, si papa et maman me privent de Mickey pour rester à côté de mon grand frère, c'est parce qu'ils ne m'aiment pas. Vous voyez, et là, c'est le manque d'amour ressenti dans la petite enfance qui a marqué durablement Nathalie. Alors qu'on est bien d'accord que les parents ont été vraiment dans leur rôle de parents responsables.
D'ailleurs, nous allons y revenir, je crois, un peu plus tard. Les blessures émotionnelles d'âme. Peut-être en avez-vous entendu parler. C'est Lise Bourbeau qui en parle le plus et le mieux. C'est une thérapeute canadienne et elle a dit qu'il y avait 5 types de blessures d'âme principales que l'enfant était appelé à vivre dans ses 6 premières années de vie. Il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Et alors on peut vivre une ou plusieurs de ces blessures. Et quand on vit une de ces blessures, je vais reprendre l'exemple de Nathalie, par exemple. La petite Nathalie, donc à 4 ans, elle s'est sentie trahie. Elle a développé la blessure de trahison. Eh bien, ensuite, cette blessure de trahison, elle a fait comme un filtre déformant pour Nathalie. Et à chaque fois qu'en grandissant, elle a vécu des situations où il y avait en germe une possibilité de mensonge, de trahison, de manipulation, elle surréagissait parce que son enfant intérieur était hypersensible à l'idée de trahison. Et de la même façon, elle avait très, très peur de trahir. Toute sa vie, elle a eu peur de trahir, de mentir, de manipuler. Et pour elle, c'était extrêmement important parce qu'elle était porteuse de cette blessure de trahison. Et la spirale destructrice, en fait, elle prend forme de cette façon-là. Il y a des blessures que l'on vit et on se dit donc, si les parents agissent comme ça, c'est parce que je ne mérite pas d'amour, je ne mérite pas d'être aimé, je n'ai pas de valeur ou je n'ai pas le droit d'être aimé. Et l'enfant va être meurtri, en souffrance, et il va se construire à partir de cette croyance négative, de cette croyance erronée, je ne mérite pas d'être aimé. Et en grandissant, il va, à chaque fois qu'il va sentir qu'il y a un manque d'amour potentiel, il va avoir des pulsions alimentaires pour remplir son vide affectif et pour s'apaiser. Et plus il va grandir, plus ce manque de confiance en soi, ce manque d'estime de soi va progresser et il va avoir de moins en moins envie de sortir de sa zone de confort pour se challenger parce qu'il manque de confiance en lui et qu'il a peur de ne pas réussir. Et et sa zone de confort va se rétrécir. Il va de moins en moins se challenger, donc il va de plus en plus perdre confiance en soi. Et en grandissant, il va s'interdire beaucoup de choses, il va être dans les complexes, il va s'interdire d'aller vers les autres, il va s'interdire de sortir de sa solitude, il va s'interdire de faire des choses qu'il a envie de faire, de peur d'être rejeté, de peur d'être critiqué. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si cette spirale destructrice vous parle? Alors, bon, évidemment, elle est un petit peu écrite sous forme de drama, parce que bien sûr, c'est beaucoup plus subtil, hein, mais c'était pour la démonstration. Et donc, la troisième clé, c'est donc de sortir de la spirale destructrice de la négation de soi en se reconstruisant d'une façon positive et en nourrissant à nouveau sa confiance en soi et son estime de soi. Et vous voyez, je vous disais qu'il fallait vraiment remonter à la source et donc prendre en charge notre enfant intérieur, lui donner de l'amour, lui redonner, et en lui redonnant de l'amour, il reconstruit, il guérit son manque de confiance en soi et il va s'apaiser petit à petit. Mais il y a tout un travail à faire, donc prendre en charge l'enfant intérieur, mais surtout supprimer toutes les cicatrices émotionnelles que l'enfant a pu engrammer dans son cerveau, dans ses corps énergétiques, dans ses cellules, dans son ADN, partout. Ça ne suffit pas de dire, comme souvent dans la presse, vous n'avez pas confiance en vous, aimez-vous. Oui, bon, alors on fait quoi avec ça? Donc, c'est vraiment, ça ne suffit pas. Il faut vraiment cette prise en charge des mémoires cellulaires est vraiment
importante et même déterminante pour vraiment guérir en profondeur les pulsions alimentaires et les désordres alimentaires d'une façon générale qui mènent vers le poids. Et vous voyez, petit à petit, l'enfant va se reconstruire, enfin, l'enfant intérieur va se reconstruire, donc l'adulte va s'apaiser, va retrouver de plus en plus confiance en soi, va oser sortir de sa zone de confort et va retourner petit à petit vers le poids de forme. Donc, on ne passe surtout pas par un régime frustrant. Il y a l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire on mange de tout d'une façon variée, mais on ne passe pas, mais le retour vers le poids de forme ne passe absolument pas par un régime draconien et donc une demi-journée par jour à la salle de sport. Vous voyez, ce que vous avez dû comprendre à travers ce que je viens de vous dire, c'est que tout est interdépendant dans le corps humain. Il y a le corps, bien sûr, donc je vous disais le corps, le métabolisme. Certaines personnes ont des métabolismes qui sont d'ailleurs très, très énervants. Ils brûlent tout ce qu'ils mangent. Certaines personnes ont un métabolisme beaucoup plus ralenti, surtout quand on a fait beaucoup de régimes, quand on les a tous enchaînés, le cerveau et le corps se disent « Oh là là, famine à l'horizon, je me mets en mode économie d'énergie comme le chauffe-eau moyen pour pouvoir gérer cette période de disette. » Parce que pour nos mémoires cellulaires ancestrales, eh bien, s'il y a disette, on meurt de faim. Donc, le corps a enregistré ça et quand il y a du régime qui s'annonce, hop, mode économie d'énergie pour profiter au maximum des calories que l'on va recevoir. Et donc, lorsque l'on veut mincir, on a besoin de remettre en activité notre métabolisme. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les corps énergétiques qui sont très importants. Auxquels on ne pense jamais quand on mincit. Parce que les corps énergétiques portent d'abord, quand ils sont en dysfonctionnement ou ralentis, eh bien le corps, les organes sont au ralenti aussi. Et puis, ils engramment aussi, ils enregistrent aussi toutes les émotions. Donc, il faut purifier le corps énergétique, le nettoyer, l'harmoniser. Il y a les dysfonctionnements hormonaux aussi. Est-ce que quand on a par exemple une hypothyroïdie, eh bien, le métabolisme se ralentit et on stocke tout ce que l'on mange. Alors que lorsqu'on a une hyperthyroïdie, le corps brûle beaucoup plus ce qu'il mange. Donc, et puis bon, je vous parle de la thyroïde parce que c'est les hormones thyroïdiennes, mais il y a plein nombreuses sont les hormones qui, lorsqu'elles sont déséquilibrées, favorisent la prise de poids. Donc, c'est important de prendre en charge, de déterminer s'il y a des déséquilibres hormonaux et de les régler. Et donc, vous voyez, si vous avez une hypothyroïdie et que vous vous mettez dans un régime tête baissée, eh bien, vous pourrez faire tous les régimes que vous voulez ou tous les efforts que vous voudrez. Si votre hypothyroïdie n'est pas réglée, eh bien, vous allez beaucoup souffrir sans beaucoup de résultats. La dimension psycho-émotionnelle, nous l'avons vu tout à l'heure d'une façon un peu développée, mais il y a aussi les croyances erronées et les croyances limitantes. Et là, c'est pareil, vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez pour mincir. Si vous n'avez pas débusqué les croyances erronées ou limitantes, eh bien, vous risquez d'être vraiment, de voir vos efforts vraiment sabotés. Je vais vous donner 2 exemples. J'ai accompagné Véronique qui voulait mincir, qui a été venue me voir pour cela. Et en fait, elle n'arrivait pas à mincir parce que sa maman était décédée d'un cancer. Elle s'était battue, sa maman, contre les régimes, est vraiment battue, c'est vraiment le terme, contre les régimes toute sa vie. Elle était un peu ronde et elle est décédée d'un cancer à 45 kilos. Et
Et donc, Véronique a accompagné sa maman. Et pour elle, elle avait et puis, il y avait d'autres événements dans sa vie qui étaient un peu dans le même ordre d'idées. Et elle avait intégré que si elle mincissait, elle allait mourir. Et donc, elle avait envie de mincir, mais elle n'avait pas envie de mourir. Donc, son cerveau avait bloqué l'amincissement. Il y a un autre exemple, c'est, comment elle s'appelait, Caroline. Caroline, elle était convaincue, dans sa famille, dans sa culture, c'était comme ça, que les bonnes mères, elles sont rondes, elles sont généreuses, elles sont confortables. Et donc, les mères qui sont maigres ou minces, elles ne sont rien de tout ça. Elles ne peuvent pas être des bonnes mères parce qu'elles ne sont rien de tout ça. Et donc, Caroline voulait perdre des kilos en trop, mais son inconscient lui disait « Ah ben non, parce qu'il est hors de question que tu sois une mauvaise mère ». Et donc, là aussi, c'était pareil. Elle faisait tous les efforts possibles et imaginables et son inconscient la protégeait pour qu'elle reste une bonne mère. Vous voyez, c'est intéressant de comprendre tout ça parce que ça ne vient pas forcément au premier abord. Et ces croyances erronées, ces croyances limitantes, elles sont vraiment des saboteurs très, très efficaces. Et puis, j'en reviens toujours à la même chose, l'équilibre alimentaire. Donc, je ne dis pas régime, je dis équilibre alimentaire, c'est-à-dire manger sain, manger léger, manger varié. Donc, et quand on mange léger, sain, varié, et tant qu'à faire savoureux, eh bien, on peut vivre cet équilibre sur le long terme. Quand on mange, quand on suit un régime en se privant, en se frustrant, on ne tient pas sur la durée. À un moment, il y en a ras-le-bol parce qu'on ne peut pas avoir la vie sociale est perturbée, la vie familiale est perturbée. C'est très difficile de manger du poisson bouilli et des poireaux à l'eau pendant que la famille se régale d'une pizza, par exemple. Le régime, c'est intenable. Donc, c'est vraiment pas… Ou alors, on se frustre pendant un moment et puis à un moment, on en a tellement marre qu'on se lâche. Ou quand on est invité chez des amis, eh bien, on en profite, on profite de l'occasion et on se lâche. Dites-nous dans le chat si ça vous parle, ces expériences de sorte d'élastique qu'on tend avec les régimes. Odile, on avait une question de Guy qui nous demande si les dérèglements thyroïdiens sont aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Ah ben oui, les hormones, oui, oui. Oui, les hormones, les dérèglements thyroïdiens sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes, mais il n'en demeure pas moins qu'ils existent aussi, bien sûr, chez les hommes. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Langue que l'on a en commun. Et oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour le moment, non. Bon. Donc, le programme en ligne que j'ai élaboré en droite ligne avec la méthode pluridisciplinaire, elle est novatrice sur le marché, dans l'univers de la minceur, plus exactement, parce qu'elle est à la fois novateur par le fond et par la forme. En plus du fait qu'il soit le seul programme en ligne qui comporte un accompagnement. Mais il est novateur par le fond. D'abord parce que, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, quasiment en introduction, partir en guerre, c'est vraiment pas ce dont on a envie quand on a des problèmes de poids. Au contraire, on a besoin de revenir à soi, de prendre soin de soi, on a besoin d'amour de soi et surtout pas de départ en croisade. Donc l'état d'esprit, il est vraiment très très important et c'est une sorte de fil rouge dans tout le programme. Donc, vous l'avez compris, on prend en charge d'une façon globale et transversale toute votre problématique de poids. Donc,
en prenant compte de la bonne santé fonctionnelle du corps, en prenant en compte l'hygiène de vie, en prenant en compte l'équilibre alimentaire, et puis en prenant en compte, et finalement c'est la plus grosse part, c'est la dimension psycho-émotionnelle. Parce que l'hygiène de vie, l'équilibre alimentaire sont juste des réglages à faire et des modifications, des changements dans la façon de vivre. Mais la dimension psycho-émotionnelle, c'est un travail de longue haleine parce qu'on est un petit peu, l'être humain, il est un petit peu comme un oignon. Et pour aller au cœur de la problématique, eh bien, il faut enlever les couches les unes après les autres. Et puis, pour atteindre vraiment le cœur de la problématique et la guérir. Et puis, le programme, il est aussi novateur par la forme, parce que, alors, il est le seul à proposer un accompagnement personnalisé double, donc une consultation individuelle en psycho-émotionnel par mois donc, que j'anime, et une séance de coaching de 1 heure que Bénédicte anime. Et puis, en complément, vous avez accès à une plateforme de ressources, un espace membre dans lequel vous avez de nombreuses ressources qui sont disponibles. Ça peut être des PDF, ça peut être des podcasts des podcasts de relaxation, ça peut être des podcasts d'exercice, ça peut être des podcasts d'exercices de méditation, voilà. Et puis, il y a des vidéos par notre coach sportif, Élodie. Et puis, au cours des consultations, s'il y a des points particuliers qui se révèlent, eh bien, je vous envoie des ressources complémentaires qui sont vraiment adaptées à votre problématique personnelle. Finalement, la plateforme de ressources, c'est comme un vêtement en prêt-à-porter. Et avec nos consultations individuelles, eh bien, nous transformons le prêt-à-porter en sur-mesure. Elle n'est pas jolie, mon image, ma métaphore couturière? Alors voilà, quatre témoignages. Alors, il y a Valérie, elle ne comprenait pas que ces crises de boulimie étaient un appel au secours de son corps. Et donc, à partir du moment où on a entendu, eh bien, les choses se sont apaisées, mises en place tout doucement. Nathalie, elle était vraiment aux prises avec un sentiment d'insécurité extrêmement fort. Et on a travaillé beaucoup sur ce sujet-là pour l'apaiser, pour apporter la sérénité. Et à partir du moment où elle s'est sentie plus en sécurité, plus en sérénité, eh bien, les fringales se sont apaisées d'elles-mêmes. Et ça a été vraiment... j'ai des nouvelles régulièrement et elle n'a pas repris et ça fait maintenant plusieurs années. Hein. Ça doit bien faire 10 ans. Christine, ma chère Christine qui est au Canada, elle était très touchante, elle avait vécu un divorce extrêmement violent et puis elle s'était complètement refermée sur elle-même et puis avec des glaces et des séries télé et elle a repris le goût de vivre, mais c'était merveilleux parce je la voyais d'une séance à l'autre, je la voyais s'épanouir et s'ouvrir comme une fleur, c'était vraiment très touchant. Et puis Suzanne, elle était en guerre, elle était en colère contre tout, elle était en guerre contre tout. Et ensemble, on a cessé le feu avec la guerre, comme elle le disait, j'ai cessé le feu dans ma guerre avec son assiette, son corps, elle-même, ses émotions, ses amis, son mari, tout le monde. Et elle a été transformée. Et c'est pareil, quand on s'est rencontrés, c'était une vraie cocotte minute, une marmite. Et puis, elle s'est apaisée petit à petit. Et elle me disait, mais je suis transformée, plus personne ne me reconnaît. Je suis tellement sereine et calme que plus personne ne me reconnaît. Et je termine par cette citation d'Albert Einstein, « La folie, c'est toujours faire la même chose et attendre un résultat différent. » Et le programme que j'ai élaboré, c'est le programme que j'aurais aimé connaître et découvrir
il y a 35 ans, quand je commençais à avoir mes dents de scie et que j'en sortais pas et que plus ça allait, plus je prenais du poids, etc. J'aurais aimé avoir un programme qui soit à mon écoute, qui me guide, qui me soutienne et qui comprenne ma prise de poids dans toutes ses dimensions et qui m'accompagne vraiment globalement et pas en superficie et pas dans la frustration d'un régime ou dans la critique ou dans la pression. C'est comment, Yaka Faucon, etc. Donc, voilà. C'est le programme oui, voilà, c'est exactement ça, c'est le programme que j'aurais aimé trouver. Ok, merci beaucoup, Odile. On va pouvoir répondre à des questions si vous voulez maintenant. Donc, Guy, je vais parler à l'instant de votre question. Et si vous avez des questions plus personnelles, n'hésitez pas, c'est le moment. On va faire un petit moment de questions-réponses. Et après, ben, on passera aux surprises. Guy, Oui. Guy, je lis, vous omettez le plaisir physique, le côté plaisir physique immédiat à la nourriture. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'en ai pas parlé. Et c'est quelque chose qui, de toute façon, ce qui n'empêche, ben, on a toujours le plaisir de manger, quoi qu'il arrive. Même si on fait attention et on gardera ce plaisir-là, la nourriture reste un plaisir et on ne veut surtout pas l'enlever. Ah, mais, et puis surtout, enfin, en France, C'est ça. On n'est pas à la bonne école pour ça. en France, c'est très important, mais on peut, le plaisir physique immédiat, en fait, je n'en ai pas parlé parce que le plaisir physique immédiat de la nourriture, on peut l'avoir aussi avec de la nourriture équilibrée. Équilibrée, saine, légère. C'est pas parce qu'on mange léger et sain que c'est pas bon. Aujourd'hui, il y a des merveilleuses recettes, des merveilleuses façons d'accommoder les plats, les légumes, etc., d'une façon légère et vraiment savoureuse. Il n'y a pas que la blanquette dans la vie. Non, et puis ça n'empêche pas de manger de temps en temps quelque chose un peu différent qui nous fait vraiment plaisir. L'essentiel, c'est toujours l'équilibre et Oui, de savoir se faire plaisir oui, de façon. oui, c'est exactement ça. Dans une période d'amincissement, se réserver un repas libre par semaine, donc un repas où on reçoit des amis, où on est invité, où on se lâche un peu, puis on mange ce qu'on n'a pas l'habitude de manger. C'est au contraire, parce que si on est tout le temps dans le contrôle de la nourriture, même équilibrée, même saine, même bonne, ça peut être pesant. Et c'est important de s'ouvrir de temps en temps au plaisir de la nourriture, c'est vrai. La dépendance du sucre vient également du processus. Oui, oui et non. C'est-à-dire que c'est un peu un cercle vicieux, la dépendance au sucre. Parce que c'est vrai que le sucre, c'est une drogue dure. Donc, plus on en mange, plus on a envie d'en manger. C'est un fait. Par ailleurs, le sucre dérègle un certain nombre de processus biochimiques et qu'il faut prendre en charge, et ça n'est pas suffisant que de se dire je supprime le sucre et je mange des sucrètes, par exemple. Et il y a également un impact énergétique. Si votre pancréas est déréglé sur le plan énergétique, il va attiser votre envie de sucre. Donc, c'est important, je vous disais que c'est important de prendre en charge la dimension énergétique du corps. Eh bien, justement, lorsque on a un pancréas déréglé, dont l'énergie est déréglée, eh bien, ça attise le sucre, l'envie de sucre. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, c'est important de rééquilibrer l'énergie du pancréas pour apaiser l'envie de sucre. Ça ne sera pas, c'est une partie de la problématique. Comme toujours, il y a toujours un faisceau de problématiques. Il y a mon ordinateur qui a faim. Où est mon... Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Zut, dire que j'avais tout préparé.
Je vous écoute. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui, vas-y, prends ton temps cherche ton câble de recharge. Moi, je note, alors, Elle je est vais juste tombée. essayer de comprendre la précision de la question à des heures précises, c'est-à-dire c'est en lien avec ce que Odile vient d'évoquer que vous posez la question sur les heures. Je n'ai pas tout compris en fait. Donc, par rapport au pancréas, en fait, c'était par rapport au sucre, au fait que tu dises qu'effectivement, un dérèglement du pancréas pouvait amener des envies de sucre. Et est-ce que, voilà, je voulais être sûre de comprendre la suite de la question qui était à des heures précises, mais voilà, c'est pas Pardon, mais je ne comprends pas moi non le plus. sens de la question. Je veux bien un peu plus d'informations. Ah, est-ce qu'on a des envies de sucre à des heures précises? Si on a un dérèglement, j'imagine. Ah, est-ce qu'on a envie de sucre à des heures précises quand il y a un dérèglement de pancréas? Euh, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ça pourrait être, fin de la journée après le travail. Alors là, alors là, on n'est pas du tout dans l'histoire du pancréas. La fin de la journée après le travail, là, ça peut être complètement différent. Ça peut être, est-ce que vous avez une journée stressante et fatigante et vous avez besoin de sucre pour vous redonner un petit coup de fouet parce que vous êtes vidé de votre énergie? Est-ce que c'est parce que vous avez appris quand vous étiez enfant à vous récompenser quand vous aviez fait quelque chose de bien? Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de se récompenser de leur journée de travail par un peu de sucre, un carré de chocolat, etc. Il peut y avoir le fait de vous retrouver toute seule chez vous. Enfin, évidemment, je ne connais pas, mais il y a des personnes, j'ai accompagné des personnes comme ça, qui avaient l'impression, quand elles rentraient chez elles, elles avaient l'impression qu'elles étaient abandonnées par la société. Et elles avaient besoin de remplir un vide parce qu'elles se sentaient voilà, toutes seules et abandonnées chez elles. Voilà, bah oui. Ah oui, 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 c'est sûr. Hein. Ah oui, oui, c'est très fréquent. Les dérèglements, l'analyse, là, ce sont les médecins qui font les analyses, qui choisissent, qui déterminent, mais il me semble bien que l'analyse sanguine est suffisante. Il me semble bien, mais là, on est dans le domaine médical et on sort de mon champ de compétences. Pour moi, l'envie de grignoter est liée effectivement à la fatigue et au stress. Oui, absolument. Bah oui, c'est très souvent, très, très souvent. Mm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Bénédicte? Là, pour l'instant, on a fini. Alors, effectivement, c'est dû à la fatigue, au stress, mais Oui, sans oublier la partie émotionnelle, évidemment, hein, puisqu'elle est quand même responsable d'un certain nombre de comportements oui, que l'on peut oui, avoir et qui oui, sont suractivés par un stress ou une oui. fatigue, évidemment. Mm, mm. Et en fait, c'est, comme tu disais tout à l'heure, vraiment multifactoriel. Oui, parce que le stress épuise le magnésium. Donc, et quand on est en carence de magnésium, eh bien, on se sent fatigué. Donc, vous voyez, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, on peut pas. C'est vraiment une problématique à prendre toujours dans tout ce qui concerne le corps humain est toujours multifactoriel. Et pour vraiment atteindre un résultat efficace et durable, quel qu'il soit. Donc, comme je vous le disais, il y a le sommeil, le stress, la prise de poids, etc. C'est toujours multifactoriel. Et si on veut avoir un résultat efficace et durable, il faut vraiment prendre en compte tous les facteurs qui sont impliqués dans la problématique. C'est vraiment la clé du succès et du succès durable. Si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je vais reprendre des questions qui nous avaient été posées lors d'autres conférences et que j'avais notées parce qu'elles étaient vraiment intéressantes, qu'elles peuvent également vous intéresser. On avait Stéphanie qui nous avait demandé pourquoi est-ce qu'on se porte sur la nourriture quand on a un besoin de sécurité plutôt que le tabac ou bien l'alcool.
Ça remonte à notre toute petite enfance. Quand on est dans sa vie intra-utéro, on est enveloppé dans un cocon qui filtre la lumière, qui filtre les sons, qui filtre la température, et on se sent vraiment en sécurité. Et une fois qu'on est né, eh bien, il y a la brutalité de la lumière, des sons, des changements de température, on est pris, on est posé, on n'est plus du tout dans cette sécurité. Et le fait lorsque maman nous prend dans les bras pour nous donner le biberon ou la tétée, on est enveloppé dans sa chaleur, dans le meilleur des cas, les yeux dans les yeux, etc. C'est un moment de complicité, de tendresse et d'échange entre la mère et l'enfant. Et là, l'enfant est vraiment... et là, il est en sécurité. Et il y a un lien qui se fait dans le cerveau de l'enfant, dans l'émotionnel de l'enfant, comme un réflexe de Pavlov, finalement. Le sein ou le biberon égale la sécurité, parce que je suis dans les bras de maman. Et donc ensuite, quand on va grandir et quand on va devenir adulte, eh bien, quand on sera en insécurité, on va rechercher de la nourriture, et souvent de la nourriture qui remplit émotionnellement et qui remplit physiquement. Donc, ça peut être de la nourriture roborative, grasse, mais ça peut être aussi de la nourriture avec sucré, voilà, du chocolat, des gâteaux, des cookies bien gras, bien sucrés, du chocolat, des gâteaux au chocolat bien gras, bien sucrés qui bouffent. Vous voyez, voilà la raison. Voilà l'explication psycho-émotionnelle. Et merci, Odile. Et puis, il y a aussi il y a aussi le plan dont je reparlais tout à l'heure, vous vous souvenez, faire face. Quand on est en insécurité, il faut faire face à la situation. Et donc, on a besoin de manger pour se sentir fort. Et on est en insécurité. Si on est en insécurité matérielle, eh bien, on risque de mourir de faim. Donc, on se remplit, on fait des réserves. Et ça rassure, le fait de se dire, voilà, j'ai l'estomac plein, au moins je ne mourrai pas de faim. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Ok, on avait également Laurence qui nous avait demandé comment être sûr de ne pas retomber dans la boulimie après un travail avec votre programme. La boulimie est liée au fait au besoin de se remplir et de s'apaiser. À partir du moment où on a fait un travail en profondeur sur les émotions, sur l'origine des émotions, eh bien, on n'a plus besoin de la nourriture ni pour se remplir, ni pour s'apaiser, puisque les émotions ont été prises en charge et ont été apaisées, puisque l'enfant intérieur a été pris en charge, il a été rassuré, il a été écouté, il a été consolé. Donc, il n'y a plus de boulimie. Ah, perdu, Odile. Non, c'est bon, tu es revenu. On a une petite coupure de connexion. Ah. C'est bon. Du coup, tu avais fini sur la Oui, boulimie? j'ai fini. D'accord. Oui. On avait également Sandrine qui disait si on a des kilos en trop et qu'on ne se souvient pas de son enfance, effectivement, la source peut être pendant l'enfance. Comment est-ce que l'on fait? Il y a des personnes qui ne se souviennent pas de leur enfance, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'en parler. C'est leur liberté la plus absolue. Si vous ne vous souvenez pas de votre enfance, votre cerveau a trouvé que c'était mieux comme ça. Donc, on ne va surtout pas forcer la porte, on respecte. Et ça n'empêche pas que le travail va se faire tout de même. On va juste retrouver l'enfant intérieur, on va lui apporter de l'amour, on va le consoler, on va le réconforter et on va l'accompagner, que l'on sache ou que l'on ne sache pas ce qui s'est passé dans l'enfance. L'enfant intérieur, il est en souffrance, il a besoin d'être aimé, d'être câliné, d'être réconforté, d'être écouté et compris.
peu importe. Il y a des personnes qui me disent, qui me révèlent des choses à la fin de leur programme parce qu'elles avaient besoin de, peut-être elles avaient du mal à dire certaines choses. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le travail se fait quand même. C'est ça qui est, le travail de reconstruction se fait quand même. Ok. Il y a aussi Henri qui demande comment estimer la durée du programme. Le programme dure 1 an. Mais ça ne veut pas dire que vous allez éliminer, vous allez atteindre votre plateforme dans 1 an. Il y a les kilos commencent à s'envoler assez rapidement quand on dit au corps, j'entends ton message, j'écoute ton message, je le prends en compte. Eh bien, le corps se libère petit à petit des kilos et ça vient dans les premiers mois. Vraiment les tout premiers mois, on met l'équilibre alimentaire et les bonnes habitudes en place presque tout de suite, et parce qu'il faut d'abord se préparer. Il faut toujours se préparer pour un amincissement efficace. On se prépare pendant quelques semaines. Ensuite, on démarre et les kilos s'éliminent d'eux-mêmes et assez rapidement. Et puis, donc, votre plateforme, vous le trouvez assez rapidement finalement. Enfin, ça dépend des kilos que vous avez à éliminer, du nombre de kilos que vous avez éliminés, bien sûr. Mais vous voyez la balance pencher du bon côté très rapidement. Mais de toute façon, il faut à peu près 1 an pour pouvoir faire ce travail thérapeutique. Mais si vous allez voir un psy ou si vous faites un travail avec, je ne sais pas, un thérapeute, etc., c'est à peu près le temps qu'il faut parce que les couches dont je vous parlais, il faut les enlever en douceur. Petit à petit, l'énergie et les émotions ont besoin de stabiliser avant d'avancer pour avancer petit à petit. Si on fait les choses trop brutalement, ça tangue et c'est trop violent. Passer d'un état, par exemple, un état de souffrance émotionnelle à un état de zénitude absolue, si vous le faites en quelques mois, mais vous n'allez plus savoir où vous habitez. On a besoin de faire un travail tout en douceur. Et j'en veux pour preuve, vous avez sans doute entendu parler des modifications de schéma corporel des personnes qui sont vraiment en obésité morbide et qui font des opérations. Et elles perdent 60 kilos, 70 kilos, 80 kilos en un temps record. Mais leur schéma corporel ne s'est pas adapté à cette modification brutale et elles se voient toujours en obésité morbide. Quand elles choisissent des vêtements, elles choisissent toujours des tailles 4XL. Leur cerveau n'a pas suivi leur évolution physique. Et ce qui est pour le physique et aussi pour l'émotionnel. On a besoin d'avancer doucement et surtout au rythme juste. C'est pour ça que le programme peut sembler un peu long, mais d'ailleurs, à chaque fin de programme, tout le monde me dit « Oh là là, c'est déjà fini !» Je vous jure que c'est vrai. Hein. Donc, on ne voit pas le temps passer et on apprend et on s'ouvre tellement de portes, on découvre tellement de choses sur soi-même que le temps passe rapidement finalement. Et c'est une évolution qui se fait tout en douceur, mais c'est une évolution magnifique. On a Guy qui nous demandait, en fait, qui nous disait qu'il y a également un aspect génétique qui a été transmis par les parents, que son père était gros, sa mère mince, son frère mince comme sa mère, et donc lui, il est gros comme son père. Effectivement, l'aspect génétique compte. Il y a plusieurs choses. Alors, en revanche, c'est votre maman qui est mince. Donc, il n'y a pas l'habitude de la cuisine. Quand on est élevé par une personne qui fait de la nourriture très grasse, très roborative, en très grande quantité, là, il y a une transmission qui se fait d'une autre façon, des habitudes familiales. Dans ce que vous dites, c'est vrai, il y a de la génétique, mais pas que. Il peut y avoir aussi de la fidélité au clan. Et là, on est dans les croyances limitantes.
ou les croyances erronées. Si je m'assis, je vais trahir papa. Si je m'assis, je vais trahir ma lignée. Si je m'assis, j'agresse le reste de ma famille. Ce n'est pas le cas parce que vous dites que vous n'avez que votre papa qui est un peu fort, mais j'ai accompagné plusieurs personnes qui étaient dans des familles où tout le monde était rond. Et un jour, enfin, quand on prend conscience, quand les dames prennent conscience que effectivement, si je m'assis, je vais envoyer ma minceur à la figure de ma famille et je vais me sentir rejetée et je vais les agresser parce que je vais leur dire, vous voyez, votre modèle de rondeur, moi, ça ne me plaît pas. Donc, il y a un autosabotage qui se fait pour ne pas rentrer pour rester fidèle à sa lignée, à sa famille et à ses parents. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser ou pas? Autrement, on va s'arrêter là. Et on va pouvoir vous partager alors nos deux surprises. Alors, avant que Odile vous partage sa pratique, on voulait justement vous proposer quelque chose. En fait, on vous propose un bilan minceur que l'on vous offre, que vous pouvez prendre. C'est un bilan minceur qui dure 1 heure. Et pendant cette heure-là, on va prendre le temps ensemble d'aller chercher, d'aller voir qu'est-ce qui vous caractérise au niveau du poids, au niveau émotionnel, et pour comprendre d'où ça vient chez vous. Et en fait, c'est un début d'apprentissage, hein, parce qu'en 1 heure, on ne va pas faire le tour de tout. Mais en tout cas, ça va déjà être un bon début pour vous mettre sur la voie de la compréhension de ces problèmes de poids que vous avez sans doute pour certains depuis l'enfance. Donc, cette heure que l'on vous propose, ce bilan minceur, ce que je vous propose, c'est de… Alors, vous pouvez vous inscrire pour y participer. Je vais vous mettre dans le chat un lien. Voilà. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien, prendre un rendez-vous lorsque ça vous arrange par rapport à votre emploi du temps et lorsque vous trouverez de la place. Et comme ça, voilà, ce sera l'occasion pour vous de vraiment prendre le temps. C'est un échange que l'on a. Enfin, voilà, je vais vous poser, c'est avec moi que ça va se faire. Je vais vous poser pas mal de questions pour comprendre tout ça. Et on va vraiment pouvoir échanger ensemble pour aller beaucoup plus loin, je dirais, que la conférence de ce soir où on a parlé de choses un peu plus générales, même si on a effectivement des partages et ça, c'était super, je vous en remercie. Et là, on va vraiment pouvoir parler de vous spécifiquement. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, prendre votre rendez-vous gratuit. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver de l'autre côté pour faire cet échange-là et faire un point sur tous les sujets liés à la minceur et aux problèmes émotionnels qui sont liés. Voilà. Alors, vous pouvez cliquer dessus maintenant ou plus tard. En tout cas, pour l'instant, on va pouvoir démarrer ta pratique, Odile. Voilà. Donc, je te laisse à nouveau la parole. Comment pouvons-nous trouver… Ah oui. Alors ça, moi, ce que je vous propose, c'est que j'ai vos adresses mail. Je vous enverrai à partir de demain le replay de la conférence et je vous mettrai le lien également dessus. Donc, si vous voulez effectivement, vous pouvez soit le faire maintenant, soit je vous enverrai le lien et vous pourrez vous inscrire dans ce cas-là à partir de demain. Voilà, vous pouvez y aller. Alors, tout le monde est prêt? Alors, vous allez souffler pour bien vider vos poumons. Inspirez lentement, profondément par le nez en gonflant le ventre. Et expirez lentement, profondément par la bouche en rentrant le ventre, en serrant un peu les abdominaux et en envoyant toutes vos tensions au cœur de la terre. Et la terre va les accueillir et les transmuter. À nouveau, inspirez lentement, profondément par le nez en gonflant le ventre. Et expirez lentement par la bouche en rentrant le ventre et en envoyant toutes vos tensions. Et une troisième fois. Lentement, profondément. Vous vous concentrez sur votre respiration, cela coupe votre mental et c'est l'objectif de cette pratique de respiration.
Mettez votre conscience, votre attention sur votre front et détendez tous les muscles du front, tous les muscles des tempes, des yeux, des joues. Détendez vos lèvres, entrouvrez-les un peu. Détendez les mâchoires et le cou. Tous les muscles de la nuque, tous les muscles des trapèzes sur les épaules. Détendez, relâchez tous vos muscles. Descendez le long de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et descendez relâchez tous les muscles du dos, petit à petit en descendant. Puis remontez sur les épaules et détendez tous les muscles des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets, des mains, des doigts, jusqu'au bout des doigts. Puis détendez les muscles de la poitrine, de l'abdomen, des fessiers, des cuisses, des genoux, des jambes, des chevilles, des pieds, jusqu'au bout des orteils. Visualisez comme une douche, une sorte de douche de lumière qui entraîne toutes les tensions jusque dans la terre. Et maintenant, vous allez visualiser devant vous comme un film en noir et blanc, comme un film du début du 19e, du 20e, en noir et blanc, avec des images un petit peu floues. L'image, c'est vous en train de manger un aliment dont vous savez qu'il n'est pas bon pour la santé, mais que vous aimez particulièrement prendre lorsque vous êtes en période d'anxiété ou de stress ou de colère ou d'émotions vives. Peut-être que c'est un hamburger, peut-être que ce sont des chips, peut-être que c'est un gros gâteau au chocolat. Regardez-vous le manger et pensez à la saveur, à la texture, aux odeurs peut-être, aux parfums plutôt. Au plaisir que vous avez à le manger. Et puis, vous allez visualiser que votre corps, que le corps sur le film, enfin, votre corps sur le film est transparent et que vous voyez la nourriture descendre dans votre corps comme si votre enveloppe corporelle était transparente. Et vous voyez qu'il arrive dans l'estomac. Et vous percevez à quel point cet aliment est difficile à digérer, que votre estomac a du mal à le digérer, à assimiler les nutriments. D'ailleurs, il les cherche désespérément, il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, j'ai dit qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, le foie qui fait un peu la tête, trop de chocolat ou bien trop de graisse. Et vous percevez que le foie, lui aussi, il fatigue et il a du mal à faire son travail. La digestion est lourde.
Le corps ne reçoit pas assez de nutriments. Et puis ensuite, il y a tout le travail dans les intestins. C'est lourd à digérer. Oh là là. On se sent trop plein. Vous vous sentez trop lourd. Vous n'avez plus d'énergie. Toute votre énergie est tournée vers la digestion. Sentez comme vous vous sentez, ressentez comme le malaise, peut-être même nauséeux. Et maintenant, quand c'est le moment pour vous, vous quittez ce film et vous faites 3 respirations comme tout à l'heure. Inspirez par le nez en gonflant le ventre. Et expirez par la bouche en rentrant le ventre et en envoyant vos tensions au cœur de la terre, s'il en reste après tout le travail que nous avons fait. Et vous le faites 3 fois. Et maintenant, voyez devant vous un autre film qui est plus près de vous, un autre écran plutôt, qui est plus près de vous, un écran en couleur. Et vous figurez encore en star incontestée du grand écran. Et cette fois, vous êtes en train de manger un aliment léger, savoureux et sain. Ça peut être une pomme au four, ça peut être une grande salade, ça peut être une bonne soupe de légumes, ça peut être bon, ce que vous voulez. Un aliment que vous aimez, qui est sain, équilibré, léger, varié. Et ressentez le plaisir que vous avez à vous régaler. Sa texture, sa couleur, sa saveur, son parfum. Profitez-en comme tout à l'heure. Et régalez-vous comme tout à l'heure. Et puis, maintenant, vous allez à nouveau visualiser votre corps comme s'il était transparent et vous allez suivre le chemin de la nourriture dans votre corps. Et ressentez le chemin de la nourriture dans votre corps. Quand il arrive dans l'estomac, ressentez et visualisez que l'estomac accueille cette nourriture sans problème. Il assimile la nourriture sans lourdeur. Il assimile les nutriments. Le foie aussi, pas de lourdeur, pas de désordre de foie ou désordre gastrique. Sentez comme votre corps est léger, en pleine possession de sa légèreté, si je puis dire. Il ne se sent pas lourd comme tout à l'heure. La digestion se fait facilement, rapidement. Comment vous sentez-vous?
Comment se passe votre digestion? Est-ce que vous ne vous sentez pas mieux alors que vous avez vu le plaisir des sens dont Guy parlait tout à l'heure, et bien là aussi. Et quand vous êtes prêt, eh bien vous quittez cette pratique avec 3 grandes respirations et puis vous nous dites dans le chat si vous avez aimé cette pratique et ce qu'elle vous a apporté. Cette pratique s'appelle « Mon corps est un écrin » et a pour objectif de vous faire prendre conscience que votre corps mérite des aliments de qualité organoleptique, mais aussi des qualités nutritionnelles.